Pourquoi? C'est tout le monde qui se pose cette question-là. C'est comme ça que j'étais en train de vous dire qu'il y a une complicité terrible, une complicité de multinationales et de puissances qui ont besoin de nos minerais, qui sont en train de financer et qui donnent des armes à ce genre de personnes, à ce genre de voyous, de bandits, des agresseurs qui sont en train de... Donc, ils n'avaient pas totalement tort de le dire, mais ça montre combien de fois nous sommes des démocrates. Ça montre encore combien de fois que nous sommes beaucoup plus démocrates, où on laisse l'espace à tout et chacun. Vous avez parlé de la RTNC, qui est la chaîne nationale, qui est censée ne pas faire passer n'importe quoi. Mais on a fait passer cette déclaration-là. Dire, bon, écoutez, ces bandits, et ils entrent. Oui, mais évidemment, d'un côté, il a dit, vrai, ce sont des questions que les Congolais lambda se posent. Il dit, mais ces gens-là, est-ce que nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas ceci pour faire face à cette agression? Et vous avez parlé, il n'est pas politique. Non, mais je crois qu'il était candidat à la députation nationale ou provinciale, c'est pas quelque chose comme ça. Ici à Kinshasa. Candidat sénateur, mais il avait... Oui. Il était candidat sénateur ou c'est pas moi la députée nationale. Donc, c'est quelqu'un qui est tenté de faire la politique. Lorsqu'on est membre d'un gouvernement, on a certaines obligations de réserve. On ne doit pas faire n'importe quelle déclaration. Cette déclaration-là que vous voyez, peut-être, elle est petite. Et vous voyez comment les gens en parlent. Ça défraie la chronique. C'est un monsieur, s'il avait le sens d'honneur, il devait partir. Continuer à croire peut-être que leur forum, leur regroupement là, c'est un regroupement d'intellectuels et en conséquence... Il y a le nom de l'Union sacrée qui a été cité là-bas. Donc, s'il fallait créer l'Union sacrée des hommes intelligents, il fallait aussi prendre le membre de l'Union sacrée influent dans chaque groupe. Parce écoutez, que le président Vital avait parlé de l'Union sacrée. Parce que c'était pas l'Union sacrée qui était invitée à l'UNIKIN, c'était une conférence de scientifiques. Vous, l'UDPS, ça ne vous dérange pas quand un ministre de votre gouvernement, au gouvernement de la République, dit cela? Moi, oui, en tant qu'un ancien membre du gouvernement, je dirais que c'est vrai que Lucien, c'est un garçon intelligent. Brillant. J'ai eu à le côtoyer lorsque nous étions tous au gouvernement. Je l'ai rencontré par moments et je trouve que c'est un homme qui mérite d'être appelé un homme intelligent. Donc, l'opposition va combattre à l'interne. Ça ne se passe pas comme ça dans un gouvernement. Un gouvernement n'est pas n'importe quelle organisation. Dans le gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il y a la solidarité gouvernementale. Lorsqu'on pêche contre ce principe-là, eh bien, on n'est plus en odeur de sainteté de dirigeants de ce forum. Et donc, lorsqu'on se sent mal à l'aise dans un milieu, la moindre des choses, c'est de quitter. La question du leadership en République démocratique du Congo divise certaines personnalités politiques. Les autres pensent que si on en parle, on s'attaque contre certains leaders. Les autres pensent que si on en parle, il y a d'autres camps qui pouvaient être dérangés. En réalité, sur le plan scientifique, on pouvait quand même aborder cette question dans un pays où règne la démocratie et la liberté d'expression. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions aborder cette question avec les têtes bien faites de la République, les hauts cadres de l'UDPS. Vous m'avez dérangé que je puisse appeler pour vous un scientifique, enseignant à l'université, ancien vice-ministre de la Justice au cadre de l'UDPS, la tête bien faite de la République, Maître Bernard Takeiché. Il est natif ou notable du Maniema. Il est ici avec nous, un candidat gouverneur malheureux, député, candidat à la députation. Il avait échoué, je ne sais pas si il était voté ou pas, mais du moins il est ici avec nous. Maître Bernard Takeiché, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin.
Qu'est-ce que j'ai loupé dans ma présentation? Non, je suis effectivement cadre de l'UDPS. Je suis notable du Maniema, donc originaire du Maniema, et plus précisément du territoire de Pangui. Et voilà, je suis assistant à la faculté de droit à l'université pédagogique nationale, l'UPEN, mon université. Et voilà, je suis doctorant, donc je suis en train de faire mon 3e cycle, donc voilà. Et je crois que vous n'avez pas totalement loupé cette présentation-là. Donc s'il y a eu quelque chose que vous avez loupé, donc je l'ai complété. Ok. Maître Bernard Takeiché, c'est vrai, on ne va pas vous prendre trop de temps sur cette question. C'est vrai, la thématique, elle est tellement vaste. Mais des questions d'arrière. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, certains Congolais du Maniema vous réclament vers à ce que vous puissiez avoir des postes de responsabilité parce que, en vous écoutant, vous avez les idées. Pensez-vous que cette question est déjà mise à côté par vous? Vous visez autre chose? Non, je ne peux pas dire que cette question est mise à côté. Je ne peux pas non plus mise à côté le problème l'appel de mes frères et sœurs. Mais seulement voilà que nous venons de passer aux élections. Et que ces élections-là ont produit des députés nationaux comme provinciaux et un gouverneur, et un vice-gouverneur. Et donc nous ne pouvons pas dire que nous allons bousculer les gens qui ont été élus. Non. Mais au moment opportun, s'ils trouvent que les choses continuent à marcher à pas de tortue, eh ben nous sommes toujours là pour servir la province. Parce que nous avons tous intérêt que cette province-là se relève et qu'elle aille de l'avant. Ça veut dire que nous devons lutter tous pour que cette province ait des voies de communication qui peuvent essayer de nous mettre en communication, passez-moi l'expression, en communication avec d'autres provinces et pour que nous ne puissions pas continuer à subir l'étouffement qui est en train de déranger la population du Maniema actuellement. Donc la population du Maniema est extrêmement étouffée, enclavée parce qu'il n'y a pas de voie de communication. Je pense avec l'actuel gouverneur qui a été élu, et bon, malheureusement, on est en train de les torpiller son élection, et il y a des procès par-ci, par-là. Il ne s'est toujours pas encore entré en fonction comme il faut parce que il y a certaines personnes, certaines langues qui sont en désaccord. En train de déranger ces élections-là. Maître Bernard Takeiché, parce que vous dites sur ces plateaux, comme notable du Maniema, qu'il faut qu'il y ait les routes de communication, mais ce n'est pas la faute du président? Parce que quelqu'un m'a dit, le Maniema est enclavé, les infrastructures, on en a parlé ici, développement de 145 territoires. Il semble que le Maniema n'a rien vu, le Maniema n'a pas bénéficié de ces projets. Mais on a reconduit le même ministre, Alexis Guissaro, et c'est pour votre malheur. Je ne peux pas dire, et je ne peux même pas oser dire que le président, c'est la faute du président de la République. Le président est le concepteur du projet.
Les exécuteurs sont d'autres personnes, c'est-à-dire les ministres et les autres collaborateurs qui sont impliqués dans l'exécution de ce projet-là. Mais il s'est fait malheureusement que c'est à tous les niveaux que les choses semblent, au niveau des collaborateurs, que les choses ne semblent pas marcher comme il faut. Ce qui devait être affecté peut-être pour la province du Maniema n'a pas été de façon efficiente affecté comme tel, ce qui fait que certains travaux pataugent. Okay. Nous ne voyons pas encore l'impact de ce projet-là. Et donc, si il y a encore une part de ce qui a été alloué à cette province pour l'effectivité de l'exécution de ce projet, nous demandons à ceux qui sont appelés à exécuter ces projets à être sincères et à faire le travail comme il faut pour l'honneur de tous les enfants du Maniema et de la République, bien entendu. Quand vous dites que c'est au niveau des collaborateurs, il y a la volonté du chef de l'État, la volonté politique, les moyens ont été donnés pour que ces provinces deviennent quand même des provinces viables, que ce voie de communication ne soit pas dans l'imaginaire, que ce soit réel. Mais les gens pensent qu'Alexis Guissaro, qui est le ministre du UTPR, parce que c'est dans son secteur, il ne répond pas aux attentes de la population dans ce secteur. Parce que vous venez de dire ici qu'il y a un problème de route. Oui, justement. Quelle est sa part de responsabilité? Bon, c'est vrai qu'il a une grande part de responsabilité parce que c'est lui qui doit faire les suivis. Il doit faire les suivis de ce projet-là. Et si les travaux pataugent, c'est qu'il a une grande part de responsabilité. Donc, vous voyez, quand on est ministre, on est confronté à beaucoup de choses. Okay. On est confronté à beaucoup de choses parce que moi je l'ai été et je sais ce que ça vaut. Tellement que le pays est vaste et que les projets ont été initiés au même moment dans chaque province, il est difficile que le ministre se partage pour faire le suivi un peu partout. Mais ce qui est évident, il devait déployer ces gens pour voir les degrés d'exécution de ce projet-là. Mais pour ce qui est particulièrement de chez nous, en tout cas, ce projet est en train de patauger, et les choses ne marchent pas comme il faut. Nous pouvons dire, bon, oui, le ministre a une grande part de responsabilité, comme je venais de dire, parce que il doit faire le suivi de ce projet, de l'exécution de ce projet. Et si ça n'avance pas, donc c'est lui, il est responsable. Le Congo est un chantier. Il y a certaines provinces qui également connaissent le même problème. Mais pourquoi avoir reconduit les mêmes personnes qui n'ont pas démontré suffisamment leur prouesse? C'était des ministres, je ne parle pas seulement de l'UA, mais parce que nous parlons de ce secteur. Et il y a plusieurs ministres qui ont été reconduits selon les opposants. Ils n'ont pas été à la hauteur. Mais pourquoi les avoir reconduits? Bon, je commencerai par dire que reconduire un ministre ou nommer un ministre, c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. En ce qui concerne la reconduction d'un ministre, c'est vrai que c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République, compris le Premier ministre, mais celui qui sait coter les gens avec qui il travaille. S'il estime que telle personne a été performante dans tel secteur, il peut penser qu'en les reconduisant, il peut continuer à fournir les mêmes efforts. Donc il n'appartient pas à nous. C'est peut-être que nous ne voyons pas de façon... nous ne sentons pas visiblement l'avancement, les avancées de ce projet, mais peut-être que lui, en les écoutant, en voyant ce qu'ils sont en train de poser sur le terrain, peut-être qu'ils constatent qu'ils sont performants et c'est comme ça qu'ils les ont reconnus. Donc sur le pouvoir discrétionnaire du président de la République. S'il vous plaît, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, vous n'avez pas commenté, mais le public, ils ont le droit de comprendre quelque chose parce qu'eux aussi, ils ont leur jugement. Ces pays ne vous appartiennent pas seulement, le pays appartient également aux opposants, également à la société civile. L'IDPS, vous êtes au sommet du pouvoir. Un gouvernement long métrage comme ça, les gens reconduits, les nouveaux, ils sont entrés. Quand vous dites que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État,
est-ce que les chefs n'étaient pas coincés par ces politiques? Parce qu'il y a ceux qui pensent que les chefs pouvaient nommer d'autres personnes, mais il y a eu un problème lié à la Constitution, un problème des quotas. Ces gens, c'était des autorités morales, ils ont amené des députés, et sur ces, leurs noms étaient le premier sur les listes, il fallait seulement le prendre pour ne pas créer de frustration. Est-ce que ce n'était pas ça le vrai problème? Bon, je disais tantôt que c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République, et il sait pourquoi il les a reconduits. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, est-ce parce qu'ils ont été à la première place sur les différentes listes de... Comme les autorités morales, ils ont amené des députés. La Constitution oblige à ce que celui qui a plus de députés... Ça, j'ignore, mais je suis tenté de dire que ce n'est pas ça simplement, parce qu'il y a beaucoup d'autorités morales de certains partis ou regroupements politiques qui n'ont pas été reconduits, qui ont été dans le gouvernement précédent, enfin des gouvernements de sortance, il faut l'appeler comme ça, ou les appeler comme ça, mais qui n'ont pas été reconduits. Et ce n'est pas parce que ils ont lâché leur titre, leur qualité d'autorité morale. Non, c'est tout simplement et le président a jugé bon de le mettre à côté et de placer d'autres personnes, parce que il ne doit pas toujours conduire. Mais même quand vous voyez la configuration du gouvernement actuel, il n'est pas dit que c'est tout le monde qui a été reconduit. Toutes les autorités morales de partis politiques ou de regroupements politiques n'ont pas été reconduits. C'est simplement quelques-uns qui ont été reconduits. Et c'est peut-être parce qu'ils ont été performants dans tel ou tel autre secteur, et c'est comme ça qu'ils ont été reconduits. Parce que vous parlez donc je ne saurais pas vous dire exactement et qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a fondé leur reconduction. Alors, parce que vous parlez de la performance, chers téléspectateurs, je précise que la personne qui est ici, c'est un ancien vice-ministre de la Justice. C'est lui qui avait assuré l'intérim après le départ de Tunda Yakasede, l'homme qui avait dit avec Chadari, il ne faut pas nous intimider. Yémé, vous vous rappellerez de cette phrase. Monsieur Bernard Takaiché, au cadre de l'UDPS, notable du Maniema, un vrai scientifique, vous parlez de performance. Le sujet est là, monsieur Massounda, le sujet est là. Qu'en est-il du leadership en République démocratique du Congo du président Félix-Antoine Tshisekedi sur le plan social, sécuritaire et sur le plan diplomatique et économique? On en parle, ça tombe bien. Vous siégez à l'UDPS, vous réfléchissez, là-bas vous êtes parmi les personnes importantes du parti. D'entrée des jeux, est-ce l'UDPS n'était pas surpris qu'on les a, permettez-moi, on les a donné le pouvoir, on les a remerciés par Joseph Kabila? Vous n'étiez pas préparé pour assumer d'abord les sommets de l'État. On vous avait donné le pouvoir. Non, je crois que vous avez tort de dire ça. D'abord, je suis tenté, en fait, je ne suis pas tenté, je dis tout simplement que les pouvoirs ne se donnent pas. Je ne sais pas si c'est de façon figurée que vous parlez des données, et parce que le pouvoir, on ne le donne pas à qui on veut, ce n'est pas un gâteau. Nous avons des vidéos qui prouvent qu'on vous avez donné du pouvoir, mais les pouvoirs engagent l'air. Il semble que vous avez donné le pouvoir, vous n'étiez pas préparé. C'est une vieille chanson que nous avons toujours entendue, et bon, qui n'a plus droit au chapitre, qui n'est plus d'actualité. Parce que nous sommes au deuxième quinquennat du président de la République. Si on lui avait donné ce pouvoir comme d'aucuns le prétendent, peut-être que vous faites partie de ces gens-là. Mais je ne pense pas que ça soit comme ça. Il ne se serait pas fait élire ou réélire. Donc, s'il s'est fait réélu, pardon, c'est parce que il y a des gens qui reconnaissent la prouesse, les combats que nous avons menés et ce que nous sommes en train de faire actuellement. Donc,
il n'est pas question ici qu'on parle d'avoir de quelqu'un qui a donné à un autre. Non. Tout simplement, nous avions gagné ces élections et nous venons encore de les gagner et nous sommes en train d'achever, de continuer, de commencer le deuxième mandat et voilà. Est-ce que dans votre parti, vous étiez suffisamment préparé pour gérer les pays? Oui, mais nous avons fait 32 ans de lutte. Oui, 32 ans dans la distraction. Dans la distraction, peut-être oui. Non, dans les futilités, peut-être oui. Sinon, nous mais devons pas dans les vrais combats. Monsieur, nous devons faire la part des choses. Okay. Et c'est ça ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous avions trouvé, ce sont les gens peut-être qui voyaient les pays dans sa globalité et que les pays étaient bons. Donc, je vous dis sincèrement que nous avions trouvé les pays étaient dans une situation de déliquescence très avancée. Donc, une situation extrêmement difficile. Au point que tous les secteurs, il fallait le recommencer. Il fallait les recommencer. Et donc, ce n'était pas une chose facile. Un pays, on ne le transforme pas par un coup de baguette magique. Okay. Il faut du temps et suffisamment du temps. En plus de cela, nous sommes confrontés à beaucoup d'états, beaucoup de problèmes. Il y a eu les Covid, il y a d'autres qui parlent de la Covid, qui a handicapé les fonctionnements du gouvernement, l'exécution de certains projets. Il y a beaucoup d'interférences. Il y a la guerre que nous imposent nos voisins, qui est en train de perturber le fonctionnement de notre pays. Et donc, il y a plusieurs enjeux auxquels nous faisons face et qui ne permettent pas que le pays puisse prendre de l'ascenseur comme il faut. Je ne veux pas que vous soyez généraliste. Excusez-moi. Il faut y aller secteur par secteur. Je vais terminer. C'est comme ça que nous sommes en train d'aller petit à petit en abordant des chantiers tels que nous sommes en train de le parler, et dont le chantier de 145 territoires. Nous sommes en train de l'exécuter. Nous sommes en phase d'exécution de ce projet-là. Et beaucoup de gens pourront sourire lorsque ce projet-là va arriver à terme. Et je crois que nous n'aurons plus le même discours que nous tenons aujourd'hui. Je savais que vous allez tomber dans cette musique d'habitude de l'UDPS, votre générique. Nous allons faire, du moins que la population aime le pragmatisme. Mais Maître Bernard Takaïché, ancien vice-ministre au cadre de l'UDPS, si je vous ai posé cette question, parce que le public voulait tout simplement comprendre qu'est-ce que l'UDPS, quand l'UDPS faisait son combat pour gérer le pouvoir un jour, qu'est-ce que l'UDPS avait dans ses bagages, une fois au sommet de l'État, changer la vie des Congolais. Voilà pourquoi il y a eu une conférence, si je peux le dire ainsi, on avait invité certains professeurs, j'ai vu le professeur, j'ai vu certains ministres de la République, mais d'abord, M. Vital Kamerhe dit qu'il faudrait créer l'union sacrée, je ne sais pas si c'était ça réellement ces mots, l'union sacrée des hommes intelligents, des intellectuels. Vous, intellectuels, vous êtes dans l'union sacrée. Quand le président Vital Kamerhe dit cela, est-ce l'injure? Est-ce une manière d'humilier ceux qui sont dans l'union sacrée ou un moyen pour lui d'augmenter un peu la qualité des politiciens qui sont au sein de l'union sacrée, faire la sélection pour que le meilleur se mette à côté pour réfléchir pays? Je comprends votre difficulté même quand vous posez cette question-là. Parce que quand nous utilisons certains concepts, il faut savoir le définir et lui donner un sens. C'est comme ça que j'ai toujours dit, les concepts n'est qu'une expression verbale de termes. Et le terme, nous devons considérer, c'est les contenus. C'est ce qui est compréhensible, ce qui est potable, ce qui est consommable. Mais lorsque Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dit nous devons créer une union sacrée
Je ne connais pas quelle est sa philosophie. Qu'est-ce qu'il entend par union sacrée des intellectuels? Est-ce que lui-même n'est pas intellectuel? Est-ce que moi, je ne suis pas intellectuel parce que je suis dedans? Est-ce que Bahati Lukwebo n'est pas intellectuel, qui est professeur d'université, bien entendu? Pour ne citer que ceux-là. Est-ce Kabouya n'est pas intellectuel? Non, mais écoutez. Ce n'est que des questions, il fallait continuer. Ça ne peut pas être une question. L'intellectuel se mesure. Moi, j'ai parlé de moi-même. D'abord parce que, non seulement que je suis avocat, parce que j'ai oublié, je suis avocat, je suis juriste, donc j'ai fait le sucre, je suis en train de faire mon 3e cycle. Je me considère parmi ces intellectuels-là. Okay. Et donc, je vois Louis Kamer, il venait d'être nommé comme professeur d'université. Il est dans l'Union sacrée. Je vois M. Bahati Lukwebo, l'ancien président du Sénat. Il est professeur d'université. Jean-Pierre Bemba, il est dans l'Union sacrée, lui aussi. Je ne vois pas et je ne comprends pas cette façon de... Je suis en train de me dire, est-ce que c'était une façon, comme vous l'avez dit, de vouloir humilier certaines personnes qui sont dans l'Union sacrée? Je ne confirme pas, je ne fais que poser des questions. Moi-même aussi, je suis en train de réfléchir. Bon, parce que lui-même n'a pas défini ce que ça veut dire. Lui-même étant intellectuel, je suppose, je ne vois pas comment il peut dire qu'il voudrait créer une autre union sacrée des intellectuels. Je ne comprends pas ce qu'elle démarche. Peut-être la qualité non, il lui appartient des politiques qui sont dans l'union sacrée. Il lui appartient selon le professeur Kamere, il a peut-être compris que l'échelle de réflexion ne correspond pas à la taille du pays, à la taille des ambitions de l'union sacrée. Sur ça, il faut essayer un peu de scinder cette union sacrée. En deux, vous avez l'union sacrée des gens quand même acceptables, comme les sous-les-bois, on peut comprendre. Vous avez aussi l'union sacrée des élites, les gens qui peuvent réfléchir au pays, échanger comme les intellectuels. Il ne faut pas mettre les cancrelats, les moutons, ainsi de suite, dans le même panier. Peut-être c'était ça son idée. Il y a d'abord une difficulté pour que l'on définisse exactement ce que c'est un intellectuel. Je ne sais pas quelle est la définition que lui donne à ce concept-là. Intellectuel. Est-ce que c'est celui qui a beaucoup étudié? On peut avoir beaucoup étudié et avoir un papier, mais ce papier-là ne vous sert à rien si vous n'avez pas quelque chose que vous avez retenu par rapport à... On peut avoir des diplômes sans être intelligent. Et nous savons comment les gens ont obtenu leur diplôme. Même ceux qui sont certains, ceux qui sont des professeurs aujourd'hui. Nous sommes en train de décrire. Ce sont des choses, des fois, que nous connaissons comment les choses s'octroient ici. Il y a certaines personnes qui n'ont pas le niveau qu'il faut et qui obtiennent des diplômes. Mais on peut avoir aussi son diplôme à être intelligent et n'a pas la possibilité d'exprimer son intelligence, son intellect. C'est aussi compliqué. Donc, nous, peut-être c'est parce que nous avons l'occasion de passer des chaînes de télévision, de radio et ainsi de suite, et les gens nous découvrent, c'est comme ça qu'on parle de nous. Mais les autres, ce sont des gens qui sont là, mais dont on n'en parle pas d'eux. Voilà. Donc, ça c'est la première des choses. Donc, la définition qu'on donne à ce mot intellectuel. Donc, l'intellectuel n'est pas seulement celui qui a eu des diplômes universitaires et ainsi de suite. Mais la personne qui a l'art oratoire, la personne qui vous parle, vous sentez à Butembo, quelqu'un qui a fabriqué un véhicule, qui n'a jamais été à l'université, ne sais pas moi là, qui n'a jamais été dans de grandes universités, à Harvard et ailleurs, ou à l'Inekin, ou à Lumbashi, ou à Kisangani. Donc, ce sont des gens, celui-là, vous allez dire, il est qui? C'est un intellect, il a développé son mental, il a développé son intellect, et il a produit quelque chose. Donc, c'est celui-là qu'on peut appeler intellectuel. Donc, M. Kamere, s'il a parlé de l'union sacrée de l'intellectuel, deuxièmement, je vais le dire, qu'il n'est pas le concepteur de ce projet-là, de ce projet, de cette entreprise-là, ces forums, ces regroupements. Il n'est pas l'initiateur. L'initiateur est là, et lorsqu'il a mis en place ce regroupement, il a des objectifs. Il a assigné à cette union-là des objectifs bien précis. Certaines personnes vous pointent, vous, l'UDPS, le doigt en disant, d'ailleurs, même
quand le président Kamera avait appelé les gens, à moins que je me trompe, il semble qu'il n'y avait pas les gens de l'UDPS, la crème de l'UDPS qui était invitée pour prendre parole dans cette conférence. Ça prouve peut-être que dans votre parti, il n'y avait pas assez les gens de tort qui pouvaient faire face à Matata Ponyo, à Jean-Lucien Boussa et aux autres. Non, ça c'est... Bon, est-ce que ça ne vous laisse pas si c'est ça la philosophie, donc c'est une insulte tout simplement dire... Non, c'est les questions du public que je pose. C'est justement ce que je suis en train de dire. Vous êtes dans l'union sacrée au sein de l'UDPS. Si vous avez les hommes intelligents, on pouvait quand même vous inviter. Je suis en train de répondre à cette question-là. Okay. Si c'est ça la conception, si c'est ça la définition, le terme qu'il a donné à ce concept-là, c'est-à-dire considérer que dans l'UDPS, c'est un panier à crabes, il n'y a pas d'intellectuels, il n'y a pas de gens qui réfléchissent, il n'y a pas de gens qui développent leur mental, et là, je suis désolé. Parmi les orateurs, il n'y avait pas quelqu'un de l'UDPS, à moins que je me trompe, c'est pas tout le monde qui devait être orateur. On devait limiter le nombre d'orateurs, et bon, peut-être qu'ils n'ont pas jugé utile ou ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui puisse répondre à cette conférence-là. Dans un parti comme l'UDPS, nous ne savons même pas comment... Il y avait carence de gens pour répondre à ce genre de thématiques. Même si on n'a pas été orateur, si on était bien informé, peut-être qu'on serait parti, ne serait-ce qu'assister à cette conférence. C'est pour dire que tout le monde n'a pas eu la même information. Donc il y a ceux qui ont eu cette information, et c'est de la même manière peut-être qu'ils ont recruté des orateurs. Donc ils se connaissent, et je sais ils ont formé leur truc, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle là encore. Oui, ils ont créé. C'est peut-être ça le ministre. Monsieur Kankou, il y a Jean-Lucien Boussa, il y a lui-même, et tant d'autres. Et ils ont créé leur histoire. Et c'est peut-être. Oui, je n'ai pas lu. C'est peut-être dans ce sens-là qu'ils veulent continuer à croire peut-être que leur forum, leur regroupement là, c'est un regroupement d'intellectuels et en conséquence... Il y a le nom de l'Union sacrée qui a été cité là-bas. Donc, s'il fallait créer l'Union sacrée des hommes intelligents, il fallait aussi prendre le membre de l'Union sacrée influent dans chaque groupe, parce que le président Vital avait parlé de l'Union sacrée. Parce que c'était pas l'Union sacrée qui était invitée à l'UNIKID, c'était une conférence de scientifiques. Mais quand on lui parle de l'Union sacrée, il faudrait créer l'Union sacrée des hommes intelligents. Donc on suppose que l'UDPS pouvait aussi être représenté, parce que là, il a parlé de l'Union sacrée. Donc il y avait carence. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous insistez, est-ce que qui est absolument la présence de l'UDPS. Un grand parti politique qui a autant de députés. Ce ne sont pas de partis politiques qui ont aidé. Vous venez de le dire. Ce ne sont pas de partis politiques qui sont allés là exprimer. Non. Vous parlez bien et vous précisez, ce sont des scientifiques, des professeurs d'université et d'autres personnes qu'ils ont trouvé utile qu'ils soient orateurs dans un secteur bien déterminé. Si c'était un regroupement de partis politiques ou une conférence organisée par deux partis politiques de l'Union sacrée et que l'UDPS n'avait pas été invité, là j'aurais des inquiétudes. Mais étant donné que c'est une conférence, une réunion des scientifiques, je ne vois pas pourquoi est-ce que pas de problème nous en faire. Pas de problème, suivez mon regard. Aux hommes éclairés, vous pouvez comprendre. Le président Vital Kamerhe est un homme intelligent de mon pays. Il invite les professeurs, même les opposants. Ils étaient là. Il y a eu des professeurs, des militants. J'avais vu aussi certains militants là-bas. Mais là, il a quand même cité l'Union sacrée. Ça aurait été quand même normal qu'on invite aussi quelqu'un de l'UDPS, parce que là-bas, je connais des professeurs. Peut-être, ça pouvait essayer un peu de calmer les choses. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens pensent que Vital Kamerhe est en train de prouver qu'il est grand. Il y a, parmi les orateurs, M. Jean-Lucien Boussa, un homme intelligent également de mon pays, parmi le meilleur, selon plusieurs personnes, parce qu'il a été reconduit plusieurs fois sous le régime Kabila, il a été plusieurs fois reconduit
reconduit. Sous le régime Tshisekedi, un homme inégalable, Jean-Lucien Moussa, une fois de plus, reconduit. Mais là, à l'hémicycle, il dit, le Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a un problème de leadership. Même aujourd'hui, le Congo souffre de ces problèmes de leadership à la tête des institutions, si on peut essayer un peu de dire ça ainsi. Vous, l'UDPS, ça ne vous dérange pas quand un ministre de votre gouvernement, au gouvernement de la République, dit cela? Moi, oui, en tant qu'un ancien membre du gouvernement, je dirais que c'est vrai que Lucien, c'est un garçon intelligent. Brillant. J'ai eu à le côtoyer lorsque nous étions tous au gouvernement. Je l'ai rencontré par moments et je trouve que c'est un homme qui mérite d'être appelé un homme intelligent. Mais là où il n'a pas fait preuve de son intelligence, c'est lorsqu'il a fait cette déclaration-là. Il n'avait pas fait quoi? C'est lorsqu'il a fait cette déclaration. Ok. En tant que membre du gouvernement de la République, quand bien même que c'est un forum organisé par les hommes, par les intellectuels, je pense que ce n'était pas le moment pour lui d'avancer de telles situations, de tels propos, de tenir de tels propos. Donc, je trouve que c'est indécent. Ce n'est pas vraiment responsable. S'il pense que il est dans un gouvernement où il n'y a pas un leadership affirmé et visionnaire, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il devait continuer à rester dans ce gouvernement-là. Il aurait démissionné. Peut-être qu'on lui aurait donné les bénéfices de doute lors du premier mandat. Il comprendrait qu'il n'y a pas un leadership ici. Et si on l'avait appelé pour qu'il puisse être reconduit, tout simplement, il devait décliner l'invitation, en fait, la nomination, on ne sait pas quoi là, pour qu'il se mette dans une position où il doit chercher un autre leadership qui a une bonne vision pour le développement de ce pays. Je ne pensais pas qu'un ministre pouvait aussi faire une telle déclaration de... Si ça ne dépendait que de moi, le lendemain, il serait parti de ce gouvernement. Alors, je comprends que l'UDPS, c'est un parti où règne la dictature. Non, moi je ne parle pas la liberté d'expression. Non, ce n'est pas ça la liberté d'expression. C'est un scientifique, il est libre de réfléchir. Non, écoutez, monsieur... Il n'est pas dans une prison, monsieur Delphin, lorsque on est membre d'un gouvernement, on a certaines obligations de réserve. On ne doit pas faire n'importe quelle déclaration. Cette déclaration-là que vous voyez, peut-être, elle est petite. Et vous voyez comment les gens en parlent. Ça défraie la chronique. C'est un monsieur, s'il avait le sens d'honneur, il devait partir. S'il avait le sens d'honneur. Donc, il n'a pas le sens d'honneur. Donc, Jean-Lucien Moussa n'a pas le sens d'honneur. Parce en d'autres termes, il est en train de dire qu'il était dans un gouvernement où il n'y a pas un leadership visionnaire pour le développement de ce pays. Et donc, pourquoi il devait y rester? Il devait partir. Regardez la thématique. Si ça ne dépendait que de moi. C'était problématique du développement économique de la RDC, terre d'espoir. Si ça ne dépendait que de moi. Parce qu'il est membre du gouvernement. Oui. Qu'est-ce qu'il apporte comme initiative? S'il apporte des initiatives, mais que ces initiatives-là ne produisent pas, ne sont pas acceptées, et qu'il est convaincu que si ces initiatives-là étaient appliquées, ça serait l'avancement de ce pays. Vous voulez que il n'arrive pas à le faire, il devait... La première des choses, excusez-moi, la première des choses, c'est de démissionner. C'est ça un homme responsable. C'est ça le scientifique qui veut être indépendant d'esprit.
Ce n'est pas ce que les opposants pensent. Les opposants ne pensent pas qu'il faudrait démissionner, laisser les pays aux faibles. Il faut quand même aller même avec les faibles et les aider. Comment vous pouvez rester dans un gouvernement où, lorsque vous apportez, dans lequel vous apportez des initiatives et que ces initiatives-là ne sont pas prises en compte? Pourquoi rester? Parce qu'il n'y a pas... Pourquoi quitter aussi? Pourquoi quitter? Et laisser le pays dans la rue? Non, combattre. Hein? Combattre. Donc, mettre l'opposition... Vous combattre à l'interne. Ça ne se passe pas comme ça dans un gouvernement. Un gouvernement n'est pas n'importe quelle organisation. Okay. Dans le gouvernement, il y a ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. Il y a la solidarité gouvernementale. Lorsqu'on pêche contre ce principe-là, eh bien, on n'est plus en odeur de sainteté de dirigeants de ce forum. Et donc, lorsqu'on se sent mal à l'aise dans un milieu, la moindre des choses, c'est de quitter ces milieux-là pour ne pas être contaminé. Et voir comment est-ce que vous devez chercher à balayer cette maison-là, cet endroit, ces lieux. Mais lui, il ne le fait pas. C'est peut-être que les gens l'ont compris à tort, je ne sais pas, mais je lui accorde encore le bénéfice du doute. Mais parce qu'il se réclame des scientifiques et que c'est un forum scientifique, et que s'il a encore une certaine pudeur et un certain honneur, la moindre des choses qu'il devait faire, c'est de démissionner parce qu'il ne peut pas rester dans un gouvernement Et il en est de même de M. Kamer. S'il veut créer une union sacrée des intellectuels, eh bien, la moindre des choses, c'est de décliner, de sortir d'abord de l'union sacrée des analphabètes, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une chose, l'opposé. Donc il parle des intellectuels, et l'opposé de l'intellectuel, c'est analphabète, c'est pas moi là. Ou des gens moins intelligents. Alors, si tel est le cas, la moindre des choses, c'est de quitter d'abord ces milieux-là, et en faire un autre, avec une autre configuration, avec d'autres perspectives. Mais si vous devez rester dans là où, chez nous, et en Swahili ou en Kirega, on dit, une tomate pourrie, lorsque vous la mettez ensemble avec des tomates qui ne sont pas pourries, ces tomates pourries seront contaminées et toutes seront pourries. Donc, étant donné que eux, qui se croient être au-dessus de ceux qui sont analphabètes, moins intelligents, et qui sont toujours dedans, ils seront noyés dans cette mare-là. Et lorsqu'ils seront noyés dans ce mare-là, leur visibilité ne sera pas bonne. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'il faut y rester ou il faut quitter? Mais la moindre des choses, c'est de quitter ce gouvernement-là le plus tôt possible. C'est comme ça que je dis, si ça ne dépendait que de moi, j'aurais sanctionné sévèrement cette attitude-là, c'est un comportement. Le président, Jean-Lucien Boussa, c'est un garçon que j'admire, j'apprécie beaucoup, mais je n'ai pas apprécié ce propos. Vous n'avez pas apprécié parce que vous êtes de l'UDPS, vous n'avez pas apprécié non, c'est pas parce que vous êtes scientifique. D'abord, parce que je suis d'abord scientifique, je peux ne pas être intellectuel je peux ne pas être intellectuel selon eux, mais selon que j'ai été membre du gouvernement. Je sais ce que ça veut dire être membre d'un gouvernement où règne la solidarité gouvernementale. Il ne pouvait pas se permettre de dire pareilles choses. Alors, la moindre des choses, c'est de quitter ce gouvernement-là où il ne trouve pas son intérêt. Moi, je souhaiterais plutôt que le public qui est en train de nous suivre comprenne qu'au sein de l'UDPS, il y a des têtes bien faites. Au lieu d'agir sous l'émotion, c'est d'apporter une thèse contraire. Quand on lui dit il y a un problème de leadership, un leadership qui s'affirme, un problème de vision, nous avons un cadre de l'UDPS ici en face de moi. Est-ce le président de la République aujourd'hui, est-ce un président? Est-ce qu'il a pris le Congo de point X au point Y? Quel est le prouesse de son leadership sur le plan diplomatique d'abord? Allons secteur par secteur, comme ça vos éléments vont convaincre l'opinion que peut-être M. Jean-Lucien Boussa s'est trompé. Je commence par dire d'abord en l'intérieur du pays et au sein du gouvernement.
Lorsqu'un président de la République donne sa vision, globalement, il dit, ma vision se résume sur autant de piliers. Il en a cité 6. 6 piliers. Il les a bien définis. Et il le met à la disposition du gouvernement. Le gouvernement a fait un programme. Chaque secteur, chaque ministre a un secteur déterminé, un secteur d'activité. Je pense, si nous devons faire les bilans de ce que les autres apportent, parce que ce n'est pas le président. Le président regarde, le Premier ministre est là pour suivre, voir qui a fait le travail, on fait l'évaluation et on donne les résultats. Mais si ceux qui sont à l'intérieur ne produisent pas, qui doit être considéré comme le moins performant? Le président. C'est le président. Okay. Mais c'est comme ça que je dis. Le président a l'obligation de sanctionner ce genre de personnes. Parce qu'il a fait son choix, et parmi ses choix, il a fait ses choix, parmi les choix, l'huissier Boussa. Il a estimé peut-être que c'est un homme intelligent, un homme qui peut lui apporter, qui peut bien, dans un secteur déterminé, faire le travail pour que la population, pour que ça puisse avoir de l'impact dans les chefs de la population. Et sur le cas, entre parenthèses, je ferme cette parenthèse. En matière de diplomatie, le leadership dans la diplomatie du président, c'est visible. Selon vous, selon... Non, mais ça selon le résultat. Ça se voit. Vous êtes sûr? Ça se remarque. Ok. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier, vous avez suivi qu'il y a eu à l'ONU un rapport des enquêteurs qui ont parlé du Rwanda sans gants. Ils ont parlé du Rwanda et ils ont même déterminé le nombre de combattants qui sont sur le sol congolais, en train de se battre. Si le président n'avait pas un leadership fort, toutes ces situations-là ne seraient pas connues. Vous vous contentez de l'écrire? Excusez-moi, je suis en train de faire... Vous êtes en train de me demander de vous donner des éléments du leadership du président. Il semble que ces gens vous bernent. Ils sont là en train de faire des rapports, mais le Rwanda avance. Les Nations Unies a encore reconduit l'embargo sur les RDC. Vous parlez de la diplomatie. Laissez-moi d'abord. Continuez, M. Bernard. C'est parce que vous ne me laissez pas le temps de... Continuez. Je suis en train de vous donner des éléments probants, concluants et visibles. Ok. Je venais de vous citer plus tard qu'hier cette affaire-là du Rwanda, que nous avons toujours dénoncée. Personne ne voulait nous écouter. Mais depuis un certain moment, les gens sont en train de condamner. Petit à petit, les pays sont en train de condamner. Quand bien même que nous n'avons pas encore vu l'impact de toutes ces condamnations, mais au moins, ce pays, les grands, ceux qui se disent les grandes puissances, sont en train de dénoncer. Ça fait partie du leadership du président de la République. Le leadership sur le plan diplomatique, nous avons vu au Tchad. Très peu de présidents de la République qui ont déjà réussi à faire ce que le président de la République a fait au Tchad. La réconciliation tchadienne. Il y avait des gens qui s'étaient diamétralement opposés. Mais il les a fait réconcilier. Ils ont organisé des élections. Les élections sont passées à 80% normalement. Et aujourd'hui, ils ont un président de la République qui ne sont pas contestés comme tel. Évidemment, il y a toujours quelques bribes d'opposants, comme ici, partout au monde, qui, même Donald Trump, avait contesté l'élection de Joe Biden. Et voilà. C'est l'esthétique démocratique. Donc, c'est démocratique. Donc ça fait partie des leadership. Nous avons plusieurs organisations internationales, dont l'EAC, nous avons la SADC, qui ont des troupes sur le terrain, chez nous. Sans impact. Parce que le président de la République est allé voir ces organisations et il a discuté, il leur a fait voir
la situation et ils ont accepté d'envoyer des troupes ici. Parmi les troupes, il y a des gens même qui sont morts ici chez nous. Donc les gens de l'Afrique du Sud, les troupes de l'Afrique du Sud. Donc, nous, tout ça, ça fait partie de leadership. Je peux vous en citer plusieurs. Donc c'est pour montrer que nous sommes en train d'aller petit à petit et nous sommes en train de nous affirmer et de nous confirmer dans les concerts. Là, vous avez fait une réaction par rapport à ma question. J'ai également amplifié ma question en disant, si vous pensez que votre diplomatie sous le régime Tshisekedi était agissante, le chef de l'État s'est affirmé dans ces secteurs, je vous ai dit que les Nations Unies viennent de reconduire une fois de plus l'embargo. Du moment que l'embargo a été levé et le Rwanda et d'autres pays, ils ont quand même essayé un peu de bouger leur ligne. Aujourd'hui, la RDC est encore... Quand on a levé un embargo, on peut le reconduire ou bien on peut l'appliquer. Mais il semble qu'aujourd'hui, l'embargo est revenu. Reconduit comment? J'ai dit l'embargo est là, on ne peut plus acheter les armes. Vous avez suivi avec moi les communiqués des ministères de la Défense. Et cet embargo ne concerne pas les FARDC. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que vous devez... Mais les opposants, ils ont tweeté, ils ont dit que... J'aime bien cette expression-là d'opposant. Un opposant, c'est son rôle. Il est en train de jouer son rôle. Il cherche à nous remplacer. Il cherche à occuper les fauteuils sur lesquels nous sommes. Ils sont quand même sérieux et sincères. Vous pensez que les opposants manquent le public? La sincérité, c'est lui qui connaît s'il est sincère ou pas. Okay. Mais moi, je sais, en tant qu'opposant, il est en train de faire... ou en tant qu'opposants, ils sont en train de faire leur travail d'opposition. Ils sont en train de peut-être induire la population pour s'attirer de la sympathie de cette population-là, pour que demain, qu'ils soient gouvernants comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, opposants, moi, je m'en tape le fesses, excusez-moi l'expression. Maître Bernard Takaiché, ancien vice-ministre de la Justice, la diplomatie sécuritaire, parlons-en parce que il ne faut pas oublier le sujet. Qu'en est-il du leadership du président Félix Tshisekedi? C'est les réponses aux attentes des Congolais, la situation sécuritaire. Aujourd'hui, cette guerre ou l'agression s'amplifie encore. Jean-Lucien Moussa a raison de dire que nous avons un problème de leadership parce qu'aujourd'hui, il semble que ses ennemis avancent. Non. Beaucoup de gens... c'est peut-être ça que j'ai toujours condamné, la communication. Okay. La communication chez nous, c'est peut-être que, bon, il y avait encore un problème d'amateurisme dans la communication, dans le système communicationnel des activités de gouvernement ou de la République. Nous communiquons mal, pourquoi? Pourquoi je dis que nous communiquons mal? Tout simplement parce que on n'a pas dit d'abord comment cette espèce de ce qu'on appelle M23 a ressurgi. Il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Comment ils sont arrivés là-bas? Il fallait commencer par communiquer à ce niveau-là. Cette histoire-là de M23, c'est une histoire qui a été boutiquée et qui sont boutiquées par les multinationales et les grandes puissances. C'est connu de tout le monde qui sont en principe de faire pression sur nous, en fait, d'attirer certains intérêts dans nos mines. Il n'y a pas de choses, il n'y a que ça. Et les Rwandais en profitent, comme les Rwandais, ils ont toujours dit dans leur tête, c'est l'expansion territoire. C'est-à-dire, en profite, on les utilise pour faire ce job, ce mauvais job-là. Et c'est malheureux. C'est malheureux. C'est tout simplement ça. Nous avons toujours dit, pour ceux qui voudraient venir investir, qu'ils viennent et qu'ils passent par la grande porte, nous signons des contrats. Les signants sont venus, ils sont en train de travailler. Si les autres pouvaient venir et que nous faisons nous signons des accords, des protocoles d'accord, pourquoi ils n'investiraient? Ils n'investiraient pas. Pourquoi? Ils vont investir, il y a un climat des affaires qui est propice, et puis bon,
Nous avons sérieusement amélioré le climat d'affaires. Nous avons, nos lois il n'y a plus assez de difficultés pour faire une société au Congo. En fait, je vois mal comment est-ce que ces gens continuent toujours. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'appeler. C'est une façon de nous coloniser. Et nous devons nous faire violence pour que nous puissions sortir de cette colonisation-là. Pour que nous puissions sortir de ce genre d'impérialisme qui continue à nous gangréner. Et donc, tout ce que nous avons, peut-être qu'il y a beaucoup de méthodes, de philosophies, que le président est en train d'aborder les différents thèmes, les différents dossiers avec beaucoup plus de prudence, mais peut-être que nous n'avons pas la même perception, nous avons la même perception, mais nous n'avons pas la même attitude pour régler certaines situations. Moi, je voudrais qu'il soit beaucoup plus dur par rapport Alors, Maître Bernard Takaïché, à nos partenaires extérieurs. Maître Bernard Takaïché, Monsieur Massounda, cherchez-moi la photo de l'artiste Koffi Olomidé. Ici, j'ai lu un article, Magloire Paluku de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Il est également de l'UNC de Vital Kamerhe. Il a adhéré au M23. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Les politiciens congolais, la journée, ils sont en RDC avec vous de l'Union sacrée. Les soirs, ils changent les Kazakhs, ils sont M23. Est-ce que le président Félix n'est pas entouré des hypocrites et des traîtres? Ça c'est vrai. Ça se voit. Mais malheureusement, vous pouvez être avec, moi je peux être avec Delphin, mais je ne sais pas ce qu'il pense de Maître Bernard. Est-ce qu'au sortir de sa porte, il va mettre des gris-gris là pour qu'il tombe et qu'il meure? Je n'en sais rien. Donc, vous pouvez être ensemble avec des gens qui vous fournissent, qui vous donnent beaucoup d'idées, qui vous apportent beaucoup d'initiatives, mais alors, à l'intérieur, il a des objectifs autres que ceux qu'il est en train de présenter apparemment. Donc, c'est ça. En plus de cela, on peut être dans un même regroupement politique, on peut être dans une même formation politique. Chacun a ses intérêts, chacun a sa perception, chacun a ses idées internes. Et j'ai toujours dit, partant de tous ces malheureux exemples que nous sommes en train de connaître, de partager aujourd'hui, les gens qui, hier, se disaient prêts pour mourir pour la République, mais aujourd'hui, ils sont allés s'allier avec des étrangers pour combattre leur propre pays. C'est malheureux, tout simplement. C'est malheureux. Ce sont des personnes versatiles. Ce sont des personnes qui manquent une certaine valeur que nous avons, que moi, personnellement, j'ai apprise de Tshisekedi. De par son comportement, c'est la constance. Ils ne sont pas constants. Et qui ne veulent pas subir de la crise. Dès lors qu'ils trouvent que leur poche commence à se vider, ils cherchent toujours où aller chercher à la renforcer. Et donc, ce sont des gens qui n'ont pas un idéal. Ce sont des gens qui n'ont pas un idéal. Et voilà, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Avec ce genre pareil, excusez-moi, je termine par là. Avec ce genre pareil, c'est comme ça qu'il est difficile que notre pays, le Congo, que nous aimons beaucoup, que moi j'aime beaucoup, ne va pas se développer si facilement. Ce n'est pas pour rien que le président de la République a demandé à ce qu'on puisse restaurer la peine de mort. La peine de mort, ouais. Ce n'est pas pour rien. Je rappelle que vous êtes un ancien vice-ministre de la Justice. Parce que, tout simplement, il y a des gens versatiles, des gens qui ne sont pas constants, des gens qui, aujourd'hui, ils vous donnent de belles idées, le matin, le soir, c'est autre chose. Donc, le chef de l'État est entouré des imposteurs. Alors, il faut absolument sanctionner ce genre de personnes. Merci, nous chutons avec vous. Je vous avais... j'ai demandé la photo de l'artiste Koffi Olomidé, l'ambassadeur. Il a un passeport diplomatique, à moins que je me trompe. Le chef de l'État lui avait donné comme quelqu'un qui peut parler, essayer un peu de faire son lobbying par rapport à son aura. Mais sur la toile, il y a vraiment un peu de soucis. Il est passé sur une chaîne nationale, sur la chaîne nationale RTNC,
Pour lui, bon, il n'est pas trop politique, hein, mais il pense que la RDC n'est pas un état de guerre, ce qui est vrai jusqu'à aujourd'hui. Le pays n'a jamais déclaré que nous sommes en guerre contre le Rwanda, c'est l'agression. Mais quand il dit, il ne comprend pas comment ces bandits, ces voyous peuvent entrer dans les pays calmement, personne ne les inquiète. Est-ce, pensez-vous, que dans notre armée, nous avons les infiltrés qui favorisent ces bandits du M23 de prendre nos espaces? Très bien. D'abord, je commence par parler de Kofi Olomide. Vous avez parlé, bon, vous avez insinué, vous avez parlé, il n'est pas politique. Bon, ben, écoutez, je crois qu'il était candidat à la députation nationale ou provinciale, c'est pas quelque chose comme ça. Ici à Kinshasa. Candidat sénateur, mais il avait... Oui. Il était candidat sénateur ou c'est pas moi la députée nationale. Donc, c'est quelqu'un qui est tenté de faire la politique. Mais il s'était même réclamé d'un parti politique, je ne sais pas moi là. AFDC. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est en train d'entrer dans la politique. Donc, dire qu'il n'est pas politique, non, il est politique. Ok. Deuxièmement, ça montre encore combien de fois que nous sommes beaucoup plus démocrates, où on laisse l'espace à tout et chacun. Vous avez parlé de la RTNC, qui est la chaîne nationale, qui est censée ne pas faire passer n'importe quoi. Mais on a fait passer cette déclaration-là. Dire, bon, écoutez, ces bandits, et ils entrent. Oui, bien évidemment. D'un côté, il a dit, vrai, ce sont des questions que les Congolais lambda se posent. Il dit, mais ces gens-là, est-ce que nous n'avons pas de munitions, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas ceci pour faire face à cette agression? Comment ces petits Rwandais-là, les petits Rwandais qui n'a même pas la dimension de mon territoire, peut continuer à nous faire du mal? Pourquoi? C'est tout le monde qui se pose cette question-là. C'est comme ça que j'étais en train de vous dire qu'il y a une complicité terrible, une complicité de multinationales et de puissances qui ont besoin de nos minerais, qui sont en train de financer et qui donnent des armes à ce genre de personnes, à ce genre de voyous, de bandits, des agresseurs qui sont en train de... Donc, ils n'avaient pas totalement tort de le dire, mais ça montre combien de fois nous sommes des démocrates où nous laissons les gens s'exprimer, dire ce qu'ils pensent et partant de ce qu'ils pensent, nous allons déduire et voir ce que nous pouvons apporter comme non seulement la communication que nous pouvons apporter par rapport à ça, mais aussi quelle attitude, quel comportement de nos forces armées sur le terrain. Merci Maître Bernard Takaiche. Regardez la caméra, 30 secondes, c'est également votre mot de la fin parce que le sujet d'aujourd'hui c'était qu'en est-il du leadership du président Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il répond aux attentes des Congolais? Il y a un point qu'on n'a pas parlé sur le plan économique et social. Et sur ce plan-là, sur ces points-là, les chefs affirmer son leadership. Regardez la caméra, c'est aussi votre mot de la fin. Non, je dirais tout à l'heure d'abord que le leadership du chef de l'État est en train de s'affirmer et s'affirme encore davantage. Et vous avez suivi dans son discours où il disait que nous devons d'abord privilégier les acquis, mais aussi nous n'allons plus revenir sur les erreurs du passé. Et ça, il avait dit, et c'est ça ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Donc, il a mis un gouvernement en place et il est en train d'implémenter les programmes qui ont été mis en place. Donc, nous continuons avec ça. Le leadership est en train de s'affirmer et bientôt, nous allons régler la situation de la monnaie, nous allons régler la situation de la culture, nous allons régler le problème, nous sommes en train de régler la situation politique parce que la stabilité est en train de s'apaiser en dehors de l'Est, où nous sommes en train de prendre des précautions et des mesures comment juguler cette crise-là. Merci. Maître Bernard Takaiche, je précise bien que vous êtes au cadre de l'UDPS, vous étiez vice-ministre de la Justice honoraire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que cette émission, plusieurs personnes vous avez apprécié et également d'autres personnes qui ont piqué des crises à la maison, mais c'est l'esthétique démocratique. Un homme scientifique était ici avec moi. Consommez déjà cette émission, est en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV ou au Delcast Télévision.
prenez les liens, partagez. Je pense que nous allons encore vous recevoir parce qu'on n'a pas terminé. Je suis disposé. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Régie finale à M. Toussaint qui était là. La réalisation